Petit disclaimer, dans cette vidéo, il peut y avoir des gros mots. Il peut également y avoir de la nudité, notamment de la poitrine de femme. Toujours contextualisé, c'est jamais sexualisé. Mais si ça fait partie des choses qui peuvent vous choquer, passez votre chemin, il n'y a pas d'offense. Rien ni personne n'émerge du néant. Ça peut sembler super évident à dire, mais ça fait du bien de le dire quand même. Il y a un film dont j'ai envie de vous parler depuis très longtemps, qui illustre très bien ce principe, presque de façon caricaturale. Ce principe qui dit que rien ni personne n'émerge du néant. Il y a un principe qui s'est assez généralisé, mais qui était à la base assez spécifique à la France et que vous connaissez peut-être sous le nom de la politique des auteurs. On le doit à François Truffaut, qui en a parlé en 1955 dans les Cahiers du cinéma, mais ça a été repris par à peu près tous les grands noms de la Nouvelle Vague. Et ça peut se résumer à peu près ainsi. Le réalisateur d'un film est l'auteur de ce film. Quand vous avez un film, le réalisateur, au bout du compte, c'est lui qui est l'auteur du film. Alors, en réalité, cette politique des auteurs, elle sert surtout à étudier les films d'un point de vue critique. L'idée étant que, quand on analyse un film, ça se fait en étudiant également toute la filmographie du réalisateur de ce film pour déterminer quels peuvent être ses thèmes récurrents, ses motifs. Mais ce qui en résulte dans l'esprit des gens, c'est que le réalisateur du film, c'est l'auteur du film. Et c'est un truc qui est quand même assez spécifiquement français, même si pas que. Parce que c'est vrai que dans l'industrie du cinéma, selon le pays où on est, on ne voit pas toujours le réalisateur de la même manière. C'est un fait connu qu'aux États-Unis, dans les grands studios, à moins d'être un très grand nom de la réalisation, le réalisateur, c'est un technicien comme les autres, au même titre que l'ingé son, le directeur de la photo ou le monteur. Alors, il peut être considéré comme étant quelqu'un de compétent, de très compétent ou de pas compétent, mais en gros, c'est ça. Et c'est ainsi qu'aux États-Unis, on trouve beaucoup de réalisateurs qu'on qualifie volontiers en France de yes man, c'est-à-dire des gens qu'on voit comme étant à la botte des studios, c'est-à-dire des gens qui font en fait ce que les producteurs leur demandent de faire et pas plus. Ce qui est logique parce qu'aux États-Unis, malheureusement, l'auteur du film, c'est le producteur. Pourquoi malheureusement? Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans une critique du capitalisme, mais vous comprenez bien que les intérêts du producteur et du réalisateur ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas le même intérêt à une personne qui veut véhiculer un message et des émotions et quelqu'un qui a fait investir 150 millions de dollars à sa société dans le seul but que ça rapporte de l'argent. Ouais, mais la vidéo, elle vient de commencer, déjà on s'égare. Le film dont on va parler aujourd'hui est un ovni. Enfin, plus ou moins. Parce que ce qui se passe, c'est que des ovnis dans ce genre-là, il y en a quand même des pleins sacs, quoi. Je veux dire, tous plus mauvais les uns que les autres. Mais ce film est particulier, au moins pour moi, et ce film, c'est Cool as Ice. Bon, les gens, là, je suis désolé, mais il va falloir que je fasse immédiatement une parenthèse, parce que il faut qu'on parle de Vanilla Ice, parce que Vanilla Ice, soit vous n'avez jamais entendu ce nom-là, vous ne savez pas qui c'est, soit vous vous rappelez vaguement de ce mec comme étant un truc un peu ringard, un petit peu dans le même esprit qu'à l'époque où Mark Wahlberg, donc Marky Mark, avait voulu faire du hip-hop, vous savez, du positive hip-hop, dans lequel le message était qu'il fallait dire non à l'alcool, à la drogue, qu'il fallait faire du sport. Et enfin, le gars était à deux doigts de vous dire de manger 5 fruits et légumes par jour, quoi. Vanilla Ice, de son vrai nom Robert Matthew Van Winkle, est une des pierres angulaires de l'histoire du hip-hop. Voilà, je l'ai dit. Vous pouvez retourner le truc dans tous les sens que vous voulez, c'est un fait. En 1985, il a 18 piges, il fait du motocross, il fait du beatbox, il est passionné de hip-hop et spécifiquement de breakdance. C'est de là que lui vient de son nom de scène d'ailleurs, Vanilla Ice. Parce qu'il a découvert le breakdance en Floride et il était le seul blanc à danser avec tous ses potes, d'où le Vanilla. Alors au début, il est plutôt ok, il dit appelez-moi MC Vanilla, sauf qu'il a ses propres moves de danse qui s'appellent The Ice et donc on l'a appelé naturellement Vanilla Ice. Donc il faut bien comprendre que pour un Américain qui parle nativement l'anglais, le mec s'appelle Glace à la vanille. Glace à la vanille. Donc à 18 ans, à Dallas, au Texas, il y a des potes à lui qui le mettent au défi de chanter à une soirée open mic. Donc c'est une soirée où n'importe qui peut chanter. Et donc il prend le micro, il commence à rapper. Et les gens aiment, donc il fait ça un peu régulièrement. Il se retrouve rapidement à chanter dans les mêmes soirées avec des groupes comme NWA, Public Enemy ou MC Hammer. En 1989, il sort son premier album qui est constitué de titres qu'il a rodé donc sur scène depuis plus de 2 ans. Et il sort le premier single qui s'appelle Play That Funky Music, dont voici un court extrait. Et en phase B de ce single,
une chanson dont la musique est samplée sur Under Pressure de Queen et David Bowie, une chanson qui s'appelle Ice Ice Baby. Pour les plus jeunes d'entre vous, avant l'apparition du MP3, il était possible d'acheter des albums physiques. Donc soit des vinyles, soit des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes et par la suite des CD. Donc des albums sur lesquels on trouvait en général une dizaine ou une douzaine de chansons, mais également il y avait des singles qui sortaient au format par exemple 45 tours, sur lesquels il y avait une chanson sur une face, et puis donc c'est une chanson à laquelle on croyait qui allait cartonner, et puis comme il y avait une autre face, il fallait bien remplir, donc en général soit on mettait la même chanson en version instrumentale, soit on mettait une autre chanson qui était suffisamment mineure pour qu'on ne se dise pas qu'elle allait sortir en single plus tard. C'était une chanson à laquelle on se disait bon elle est bien mais voilà. Mais un DJ du nom de Darrell J va décider de passer plutôt la phase B. Donc Ice Ice Baby, parce qu'il trouve que la chanson est meilleure. Et la chanson va rencontrer un succès honnête et modeste. Mais à tel point quand même que Tommy Kwon, l'agent de Vanilla Ice, va sortir 8 000 $ pour réaliser un clip. Et ce qui se passe ensuite, et là vous n'êtes pas prêts, je vous le dis, voilà. Ce qui se passe ensuite a juste aucun putain de sens. Un producteur américain du nom de Suge Knight va aller avec 2 gardes du corps dans la chambre d'hôtel de Vanilla Ice, quelque part en Floride, je ne sais plus, on s'en fout, mais dans une chambre d'hôtel qui est au 15e étage. Et toc, ils rentrent, ils disent « Bonjour, monsieur Vanilla Ice, cède-moi les droits de Ice Ice Baby pour que moi je touche l'argent de cette chanson. » Et donc Vanilla Ice il dit « Bah non merci, ça va bien. » Et donc ils l'amènent jusqu'au balcon et lui disent « Cède-moi les droits ou meurs, ou on te passe par-dessus bord et tu meurs. » Et donc Vanilla Ice cède les droits à Suge Knight. Et Suge Knight va utiliser cet argent pour créer un label qui s'appelle Death Row Records. Vous avez bien entendu, le label Death Row Records existe grâce à l'argent qui a été extorqué à Vanilla Ice par Suge Knight qui le menaçait de mort. Et alors, pour les deux du fond qui ne réalisent pas de quoi on est en train de parler, Death Row Records, c'est, entre autres choses, ceci. Pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Straight putting it down for California, yeah. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac, pour ne citer que les plus célèbres, et évidemment tout ce qui en découle derrière. Je vous invite à vous renseigner un peu sur l'histoire du label parce que c'est énorme, notamment avec Suge Knight qui finit par faire un tour en tôle d'ailleurs. Intéressez-vous à l'histoire de Suge Knight, c'est un film, son histoire. Le gars est par exemple accusé d'avoir commandité lui-même la mort de Tupac parce qu'il lui devait plus de 100 millions de dollars en droits d'auteur, puis d'avoir commandité la mort de Notorious Big pour que tout le monde se dise « Ok, en fait, c'était juste une guerre des gangs entre le East Coast et West Coast ». Snoop Dogg accusera publiquement Suge Knight d'être un indique pour la police parce qu'il échappe quasi systématiquement à toutes les accusations et à toutes les mises en examen. D'ailleurs, lorsqu'il a monté Death Row Records, Suge Knight voulait absolument qu'il y ait Dr. Dre dans la boucle, voilà. Sauf que Dr. Dre, il était encore sous contrat avec Ruthless Records, où il faisait partie d'un groupe qui s'appelait NWA, avec également Ice Cube. NWA, si vous ne connaissez pas, c'est ça. Et pour libérer Dr. Dre de ses obligations, Suge Knight s'est pointé avec ses 2 gardes du corps chez le producteur de Ruthless Records en disant « Libère Dr. Dre maintenant ou meurs !» Et c'est comme ça qu'il a pu libérer Dr. Dre de ses obligations chez Ruthless. Un bon gars. À l'époque, il devait y avoir une ambiance de malade là-bas. Bref, fort du succès de Ice Ice Baby, Vanilla Ice signe en 1990 chez SBK Records en déclinant l'offre qui avait été faite par Def Jam malgré l'insistance de Public Enemy. Oui, les mecs de Public Enemy voulaient impérativement que Robert Matthew Van Winkle signe chez Def Jam avec eux. Vous imaginez les gars de Public Enemy ? En train de faire « S'il te plaît, Robert, viens chez nous !» Sans déconner, depuis que j'ai commencé cet épisode, j'ai l'impression de vivre dans une autre timeline. Et on n'a même pas encore attaqué le film. Chez SBK Records, on va pas se faire chier, on va simplement refaire complètement le premier album. On réenregistre les chansons, mais c'est les mêmes chansons. On remasterise ça tout bien, voilà, pour que ce soit bien pro. On change le titre de l'album. C'était Hooked, maintenant c'est To the Extreme. On fait une petite DA un petit peu sympa. Et on présente Vanilla Ice comme un mec plutôt grand public, plutôt mainstream, pas voyou, c'est pas du gangsta rap. C'est un bad boy, mais un bad boy gentil.
Et bien cet album, que j'ai possédé en 1990 ou 91, je ne sais plus, cet album reste aujourd'hui, accrochez-vous bien, cet album de Vanilla Ice reste à ce jour l'album de hip-hop le plus vendu au monde, de tous les temps. Je vais vous laisser un petit peu respirer pour intégrer ce truc-là, voilà. Vous pensez Eminem, vous pensez Tupac, vous pensez qui vous voulez. To the Extreme, Vanilla Ice, 11,5 millions d'albums vendus. L'album de hip-hop le plus vendu de tous les temps. Bon, en vrai, je vais apporter 2 bémols à ce truc-là. Le premier, c'est qu'il faut bien comprendre que le monde du hip-hop, surtout fin des années 80, début des années 90, la culture du hip-hop n'est pas à aller dans un magasin pour acheter un disque. La culture est, les gars se passent des cassettes, enregistrent un morceau, le coupent, le remix, renvoient, c'est que du bootleg. Donc, ce qui se passe, c'est que le public aficionado de hip-hop n'a pas nécessairement la culture d'aller acheter le disque. Et l'album de Vanilla Ice va toucher un public blanc qui découvre le hip-hop, mais qui lui a la culture de l'achat du disque. Et le deuxième bémol, c'est que cet album est sur le point, ou peut-être même a déjà été dépassé en réalité par le Greatest Hits, le best-of de Tupac. Mais il faut quand même avoir en tête un truc, c'est que Tupac continue de vendre des disques encore aujourd'hui. Alors que Vanilla Ice, je pense qu'il est sorti en 90, je pense qu'en 92, il vendait déjà plus rien. Mais sinon, voilà, c'est le premier album, enfin, reboot de son premier album, et boum, meilleure vente de tous les temps. Et puis, je vous en supplie, regardez la couverture de l'album. Est-ce que quand vous voyez cette couverture, franchement, est-ce que vous pensez rap? On pense pas rap, on pense, je sais pas, techno-parade, j'en sais rien. On pense pas. Est-ce que quand vous voyez ça, vous vous dites, hey, les mecs de Public Enemy, je suis sûr qu'ils ont dû se battre pour essayer de l'avoir, ce gars-là. Donc là, bien sûr, succès planétaire. Vanilla Ice devient officiellement, avec des guillemets, je l'ai déjà entendu à l'époque, un nombre incalculable de fois, Vanilla Ice, c'est le blanc qui sait si bien rapper qu'à la radio, les Noirs ne savent même pas qu'il n'est pas noir. C'était ça le slogan du truc. Hein. C'était que les Noirs, quand ils avaient découvert la chanson, ils ont été surpris d'apprendre que le mec était blanc. Bon, mais il rappe aussi bien que nous. Comment est-ce possible? Des années avant Eminem. Des années avant Eminem. Et donc, SBK Records se dit, oula, on est assis sur une mine d'or, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, il faut impérativement qu'on capitalise à mort maintenant pour faire de Vanilla Ice une star mondiale à part entière. Et ça, dans leur tête, ça signifiait le faire jouer dans un film. Pendant ce temps-là, Vanilla Ice, de son côté, devient pendant plusieurs mois le petit ami de Madonna, raison pour laquelle il apparaîtra dans le livre de photos érotiques de Madonna, un livre qui s'appelle Sexe. Il apparaîtra sur des photos avec Madonna à poil et Naomi Campbell un peu à poil aussi, il faut être clair. Et alors clairement, ces images-là, je ne vais pas vous les montrer parce que ces images sont... Le contexte est clairement sexuel. Donc ça, pas de ça ici. Mais à l'époque, quand le livre est sorti, il était enfermé dans du cellophane et tout, c'était censuré de partout, c'était un scandale ce bouquin quand il est sorti. Et évidemment, je l'avais. Le petit Bobby Van Winkle va également jouer un petit rôle dans Tortue Ninja 2 et il va adorer son expérience de cinéma et donc il se sent prêt à devenir un acteur à part entière. Il aime ça. Parallèlement à ça, malheureusement pour SBK Records, Vanilla Ice est très secret sur sa vie privée. Il n'aime pas parler de sa vie privée. Et ça, c'est pas bien quand on veut devenir une star. Les relations parasociales, tout ça. Voilà. Genre, en interview, il y a un journaliste qui lui dit « Mais c'est quoi le métier de votre mère ?» Et il dit « Ça te regarde pas du con. C'est pas des choses qu'on dit à un journaliste. Normalement, il faut répondre. » Du coup, chez SBK Records, ce qu'ils font, c'est qu'ils font écrire une biographie de Vanilla Ice sans le prévenir et sans même se renseigner sur sa vie. C'est-à-dire que les mecs lui inventent une vie. C'est une fausse biographie officielle. Je vous l'ai dit, hein, les gars essaient de capitaliser à mort le temps que ça dure. Notamment, ils sortent, sans prévenir Vanilla Ice, hein, bien sûr, ils sortent un deuxième album, live, voilà, mais qui n'est pas remixé, qui est pas... C'est-à-dire que Vanilla Ice bosse pas du tout dessus, en fait. Il y avait des enregistrements du concert, puis les mecs, ils ont sorti, hop, voilà le live. Et l'album sera globalement mal accueilli. Et en avril 1991, Vanilla Ice attaque le tournage d'un film dont il est le rôle principal, le film qui nous intéresse aujourd'hui, Cool as Ice. Et le film est nul à chier. Il est nul, mais il est nul, il est si nul. Ce sont les abysses du nanar, être nul à ce point. Avant même de commencer, simplement pour que vous pressentiez à quel point ça va être jouissif tellement c'est nul, ils ont donc commencé le tournage en avril 91. Le film est sorti en salle
en octobre 91. Entre le premier jour du tournage et la sortie en salle, il s'est passé 6 mois. 6 mois! Et ça va un petit peu être son chant de signe à Vanilla Ice, parce que évidemment le film quand il sort, il fait un four monumental, hein, parce qu'il est nul. Voilà. SBK Records va rejeter la faute sur Vanilla Ice en disant qu'ils avaient surestimé sa capacité à être un bon comédien. Voilà, c'est de sa faute. Et du coup, lui, ça va le saouler, donc il va quitter SBK Records, il va arrêter la musique et il va rejoindre un cirque pour lequel il va traverser des murs de flammes à moto. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose de plus America fuck yeah que ça? Bon, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que bon, voilà, il y a des histoires de drogue, des histoires de tentatives de comeback qui ne marchent pas. Voilà, mais vraiment, ça déborde de ce dont je veux parler. Moi, je veux parler du film. Et j'ai besoin que vous compreniez que si ce film existe, c'est parce qu'à ce moment-là, Vanilla Ice est le rappeur le plus bankable de la planète. Et donc, Cool as Ice. Ah tiens, bah, c'est à nouveau Naomi Campbell qui chante sur la chanson de Vanilla Ice, donc éponyme, hein, qui s'appelle Cool as Ice, comme le film, hein, c'est ça que ça veut dire éponyme. Et donc on regarde ça, bon, on se dit c'est bien, ça commence bien, voilà, bon, c'est un rappeur, on va entendre du rap, c'est cool. Et on se dit on va voir un film musical. Vanilla Ice chante dans un hangar en prenant une lampe de chantier pour un micro, il y a de la danse, il y a une meuf qui ondule, des gens qui se jettent contre le sol sans rien se casser, et je trouve ça visuellement absolument ouf. Et le film peut commencer. Alors qu'il quitte cet endroit, Vanilla Ice, que je vais désormais appeler Johnny, parce que dans ce film il s'appelle Johnny, même si c'est très clairement Vanilla Ice, Johnny est interpellé par Monique, c'était la meuf qui ondulait, voilà, parce qu'elle veut lui filer son numéro de téléphone, parce que bon, enfin c'est Johnny quoi. Johnny et sa bande partent traverser le pays à moto, et j'ai une furieuse envie de faire une blague avec Johnny Hallyday sur la route 66, mais je ne vais pas la faire. Ils partent à moto donc, ils roulent, Ok, donc en fait, on va regarder un road movie, c'est ça? Bah d'un autre côté, c'est bien, c'est classique, c'est américain, j'ai pas de problème. Quand soudain, Johnny voit une jeune femme qui fait du cheval. Et il a envie de la séduire, et pour ce faire, il va faire une cascade et manquer de la tuer. Du coup, elle lui met un pain. Ça va pas, t'as un problème? Ah, et bien sûr, regardez ce film en français. J'ai oublié de le dire, regardez ce film en français. Ce film est merveilleux en anglais, hein, mais en français, c'est un bijou stratosphérique. Alors j'en profite également aussi pour faire un petit point, ça va être un sujet, hein, mais voilà, pour faire un petit point sur le look de Vanilla Ice, hein, sur ses vêtements, ses accessoires, tout ça. Juste pour qu'on soit clair, vous voyez les lunettes qu'il porte là? Vous savez qui d'autre va porter ces lunettes plus tard? Bon, bah moi déjà, parce que moi je vous le dis, moi j'assume tout, je m'en cogne. Mais Beyoncé. Beyoncé va porter les mêmes lunettes 25 ans plus tard. Le mec a 25 ans d'avance sur le reste du monde. Il faut être clair. Bon, les gars repartent en moto, et puis il y a un des potes de Johnny, sa moto va tomber en rade. Dans un patelin, j'imagine au milieu du Midwest. On ne sait pas où c'est, personne ne le dit jamais, on connaît ni le nom de la ville ni l'état, mais franchement, si on vous dit Iowa ou Wisconsin, vous dites ouais, bah ok, peut-être. Sauf qu'ils n'arrivent pas à réparer la moto du gars. Hein. Voilà, ils essayent, voilà, ils n'arrivent pas, et donc ils l'accrochent avec une corde, et puis ils le tirent jusqu'à plus loin. Ils cherchent en fait un mécano pour réparer la moto. Et là, on comprend quel genre de film on va regarder, en vrai. Enfin, on croit. On est dans un patelin où le temps semble s'être arrêté quelque part entre les années 50 et 60, et donc on va assister à une confrontation entre le posse et les homeboys de Vanilla Ice, qui sont donc des gens cool, et puis la culture locale qui va les regarder mi-amusés, mi-curieuses, ces gens qui sont bizarrement vêtus avec des casquettes à l'envers. Et là, vous imaginez quand même qu'il a dû y avoir quelqu'un dans l'équipe technique qui a dit aux figurants « Bon, vous en faites pas des caisses, hein. Vous avez l'air étonné, tout ça, mais allez-y mollo, hein. Mettez pas les potards à 200. Hein. » Ils finissent par trouver un mécano, je vous invite à vous délecter de sa maison. Oh merde!
même, c'est du délire cette baraque. Oui, c'est effectivement du délire. C'est très clairement une maison qui n'a rien à foutre, ni dans cette ville, ni dans ce film. Le couple de mécanos qui vivent dans cette maison arrive à convaincre nos gars qui vont réparer la moto, et donc il leur dit voilà, laissez-nous réparer la moto. Et donc le groupe de Vanilla Ice, ils vont dans la maison des mécanos. Normal. Il y en a un, il se fait un sandwich chelou sa mère. Il y en a une, elle se demande si elle va ou non manger des œufs bleus avec une salière qui fait 60 cm de haut. Non mais regardez cette déco, quoi. C'est juste l'alu en fait. Le production design, c'est grave fait plaisir. Tiens, d'ailleurs, c'est qui le production design sur ce film? Nina Ruscio. Je connais pas. Elle fait quoi d'autre? Ouais, plein de bouse, et... Ah, quand même, Spy Game. D'accord. Johnny, lui, en profite pour attendre dehors en dansant, avec des chaussures dépareillées. Ah merde! Bon, cela dit, je sais que j'en ai parlé, mais je vais quand même juste revenir 2 secondes dessus. Il faut qu'on parle des fringues de Vanilla Ice. Parce que le look de Vanilla Ice, en fait, c'est juste insensé. C'est-à-dire qu'il va mettre un genre de salopette Bermuda rayée noire et blanche avec une doudoune orange. Et, enfin, je veux dire, c'est... Même dans les années 90, ça n'existait pas de s'habiller comme ça. J'aime le rap. Alors même si Vanilla Ice s'est toujours habillé de façon un peu étrange, je veux dire, il y avait quand même un costume designer sur le film. C'était qui le costume designer? C'était qui? Ingrid Ferrin. Jamais entendu parler. Elle a fait quoi d'autre? Non, bah ok, bah du coup j'ai rien dit, c'est legit. À 2 pas de là, Johnny, torse nu sous sa doudoune orange avec un pantalon de calibration colorimétrique sur les jambes, voit passer dans une décapotable la belle jeune cavalière aux côtés d'un BG genre premier de la classe qui se dirige vers une maison à côté, en face en fait. En face. Ah, mais en fait, on regarde une comédie romantique, c'est ça. En fait, ils vont être amoureux l'un de l'autre de ouf, parce qu'au début, ils ne pouvaient pas s'encadrer, enfin elle surtout, parce que lui, il faisait son show. Voilà. Et puis, elle va apprendre à le connaître, elle va découvrir que sous ses aspects de bad boy, tout ça, et ben derrière, il y a un petit cœur qui bat. Cathy, parce qu'on sait désormais qu'elle s'appelle Cathy, ben, elle est en train de discuter sur le perron de sa maison avec son petit ami. Et donc son petit ami qui lui dit, comme ils vont tous les deux rentrer à l'université, il aimerait bien qu'ils aillent tous les deux dans la même université, parce que sinon, ça veut dire vraisemblablement qu'ils vont devoir rompre. Et j'en conclus donc que Cathy est en fait en senior high, c'est-à-dire l'équivalent de la terminale en France. C'est-à-dire que c'est une lycéenne. Arrive Johnny en faisant ouais. Sérieux les gens, la VF. La VO après si ça vous chante, mais putain, la VF quoi. Quoi de neuf? Et alors juste un petit moyen mémotechnique pour savoir quel profil de Vanilla Ice on regarde. Si sur le côté de sa gueule vous voyez des briques gravées dans ses cheveux, c'est son profil gauche. Parce que c'est que du côté gauche qu'il a des briques dans sa coupe de cheveux. Je ne comprends pas, vous vous connaissez? Non. Non, si. Il faudrait savoir, Cathy. Cathy. Vous voyez, je vous l'avais dit, vous voyez, côté droit, hop, des petites vaguelettes. Côté gauche des briques, côté droit, des vaguelettes. Et donc là maintenant, Johnny, il sait qu'elle s'appelle Cathy. Mais il la regarde et il va immédiatement lui donner un nouveau nom. Un nom qu'il considère peut-être plus adéquat. Et mater un peu ce jeu d'acteur. Cathy. Cat. Et manifestement, Kat n'est pas tout à fait insensible au charme de Johnny, ce qui est normal, hein, c'est Johnny quoi. Là. Et Johnny sort une punchline exceptionnelle, mais pas du tout originale, puisqu'on pouvait déjà l'entendre dans Rocky III, sorti quasiment 10 ans plus tôt. Hey Cat, tu veux un bon conseil? Laisse tomber le zéro, tu mérites le héros. Tu veux répéter? Johnny retourne dans la maison des mécanos et montre à ses potes qu'il a volé à Cathy son agenda. Comment c'est impossible qu'il ait réussi en fait. Bon voilà, donc il l'a fait hors champ, voilà. Mais donc il lui a subtilisé son agenda pour apprendre à la connaître. Et alors c'est pas du tout un trigger warning, ok? Attention, Johnny c'est pas un stalker, ok? Johnny c'est Vanilla Ice. C'est un rappeur bad boy mais gentil dans le fond. Et là, pardon, parce que je vais me moquer d'un truc, je devrais pas, mais bon c'est comme ça, on va avoir droit à une merveille de la VF. Parce que Johnny va commencer à faire du beatbox. Or, il faut savoir que Vanilla Ice fait plutôt bien du beatbox. Alors attention, rien à voir avec les dingueries qu'on peut entendre aujourd'hui, où les mecs, ils font de la batterie, ils font la basse, ils font des mélodies, rien à voir avec ça, hein. C'est du beatbox basique, mais ça fait le taf, quoi. Voilà. Vanilla Ice qui fait du beatbox, c'est genre ça. Et donc là, Johnny va se mettre à faire du beatbox, et il y a quelqu'un qui s'est dit que c'était une bonne idée
de demander au doubleur VF de Johnny de faire du beatbox. Ça dure pas longtemps, mais c'est un court instant précieux. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est un malin, le petit Johnny. Bon, là, on a un clip qui est un peu étrange. Hein, voilà, on est vraiment en 1990-91. Là, genre, ça se voit à l'image. Tout est accéléré. On est dans la maison de Kat avec sa famille, donc son petit frère, ses parents. Voilà. Puis, toute la famille se met dans le salon devant la télé. Parce que Cathy va passer à la télé. Parce que Cathy, c'est une élève modèle et elle fait du cheval. Donc, elle passe à la télé nationale. Aux USA. Hein. Johnny et ses amis qui sont devant la télé, bah, ils voient Cathy à la télé. Et notamment, ils entendent Cathy dire que elle sait que c'est un peu la norme que les jeunes ne s'entendent pas avec leurs parents, mais qu'elle ne comprend pas pourquoi. Ce qui donne lieu à cette réplique magique. C'est qu'ils sont cool, tes vieux connasses. Non, il n'y a pas à dire. Le scénariste de ce film, c'est un génie. C'est qui d'ailleurs? David Stein. J'ai jamais entendu parler. Il a fait quoi d'autre? Bon, il a écrit plein de trucs. Hein. Genre, notamment, il a écrit pour des séries. Et ok. Le gars, il a produit L-Word et Boardwalk Empire. Ok. Et Cathy est sur le point de philosopher si fort qu'elle va accrocher le cœur de Johnny. Regardez ses poignants. Dans la vie, on peut obtenir ce qu'on veut quand on est prêt à se battre. Et c'est ce que je fais. Elle met en avant son père qui l'aide. Et donc, du coup, son père se retrouve à l'image. Et le père, manifestement, il est un peu gêné d'être à l'image comme ça. Il se cache un peu. Il dit, ouais, d'accord. Et il y a une raison à ça. C'est parce qu'en vrai, on est dans un film de gangster. Oui. Et pendant que le père est à l'image, là d'un coup, on se retrouve dans un bar, loin, ailleurs dans le pays. Parce que je le rappelle, aux États-Unis, quand vous êtes une élève modèle qui fait du cheval, vous passez à la télé nationale. C'est un peu la classe quand même. Hein. Et il y a un gars genre mafieux qui reconnaît le père de Cathy. Parce qu'en réalité, et là je suis désolé, je vais vous spoiler un peu l'histoire, mais enfin bon, c'est un peu la base, c'est normal, hein, vous êtes là pour ça aussi, voilà. En réalité, le père de Cathy, c'est un ancien flic qui avait dénoncé des collègues corrompus, qui les avait fait condamner à la prison. Et du coup, en fait, après, il a intégré, mais il y a une vingtaine d'années, avant la naissance de Cathy, il a intégré le programme des témoins protégés du FBI sous une fausse identité. Mais que, manifestement, ça dérangeait pas plus que ça de passer à la télé nationale. Voilà, parce qu'il faut quand même bien qu'il y ait un film, hein. Et d'ailleurs, vous savez quoi, petite parenthèse. Il existe en France une catégorie très étrange de films. Les films de Max Pécasse. Max Péca, avec vous, alors c'est un tout autre style que nous allons aborder. Dans les années 70-80, Max Pécasse est un brillant réalisateur qui filme des nichons et des culs. Je suis désolé, je ne sais pas comment le dire autrement. Le mec filme des nichons et des culs. C'est tout. Il y a toute une histoire, c'est une comédie, si vous voulez, une comédie de jeunes. C'est les aventures qui arrivent à deux jeunes couples. Les branchés à Saint-Tropez, les enfoirés à Saint-Tropez, on se calme, on boit de l'eau fraîche à Saint-Tropez, et outre le fait qu'on voyait des culs et des nichons sur un plan sur deux, tout le monde couche avec tout le monde se trompe, et quand quelqu'un se trompe, ça fait un scandale qui dure à peu près 30 secondes avant que ce soit pardonné, et que tout le monde puisse en rigoler. C'est un divertissement, si vous voulez. Bon, ça s'adresse plus particulièrement aux jeunes, parce que c'est un langage pour eux, c'est leur mode de vie, c'est leur mode d'expression, mais il y a quand même beaucoup de tendresse, il y a des gags, ça s'adresse à tous les publics. Pas mal les planches, hein. Vachement gondolé, juste comme je les aime. Inge, Oh là là. T'entends les cloches de Saint-Tropez là au moins, non? Ouais, même celle de Ramatuel, dis donc. C'est rien ça, c'est qu'une belle bosse quoi. Vous comprenez bien que niveau scénario, c'est pas shakespearien les films de Max Pécasse. À tel point que Max Pécasse lui-même a dû finir par trouver que ces films étaient un petit peu légers niveau histoire, puisqu'il a décidé de faire quelque chose. Il a décidé d'incorporer dans quasiment tous ces films à la con une sous-intrigue de gangsters. Parce que c'est bien les films de gangsters. Ça fait du suspense, de l'aventure, des gens qui se tirent dessus, du thriller, enfin c'est bien, non? Mais c'est pas possible ça, c'est pas possible, pas de reculer là. Et ben là c'est exactement pareil, voilà, dans Cool as Ice, c'est le film de Vanilla Ice, cette histoire de gangster, vous sentez que c'est un truc qui est juste là, histoire que ce film ait quelque chose à raconter. Parce que sinon il n'y a rien, voilà. Et cette intrigue, ils vont la tirer dans tous les sens jusqu'à l'attendre comme un string, si vous me passez l'expression. Ah, et au fait, bien sûr, alors il y en a qui sont dispo sur MyCanal si vous avez envie, si vous êtes curieux, voilà, mais les films de Max Pécasse sont vraiment très très mauvais.
Ils sont vraiment très 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 mauvais. Voilà, eh bien, de belles filles, un film drôle, eh bien c'est parfait. Fin de la parenthèse. Soudain, le téléphone sonne. C'est très gentil, Tommy. Merci pour ce compliment. Allô? Je suis si fière de toi. Tu vas me faire rougir, Allô? arrête. Allô? J'avais hâte que ça se termine. J'avais l'impression de failloter, c'était horrible. Là, clairement, il y a une tension. Et alors évidemment, le spectateur que vous êtes à ce stade, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a un bail de mafieux, de protection de témoins, tout ça. Voilà. Vous vous dites juste, tiens, il se passe quelque chose, qu'est-ce que c'est voilà. Et puis dans le fond, on entend le gamin qui joue à Mario. Une fois le moment de tension passé, on a Nick qui dit à Kat. On va au Sugar Shack ce soir? Ce à quoi Kat lui répond. Oh, pour pas changer. Parce que Kat, elle rêve un peu d'une vie différente, vous voyez, elle rêve d'aventure. Et quand on voit le Sugar Shack, vous allez voir le Sugar Shack, eh ben on la comprend. Et pendant que Kat se demande, mais diable, où ai-je mis mon agenda? On a son petit frère devant qui regarde un technicien de l'équipe, il lui fait coucou comme ça, limite, qui regarde d'un coup bien la caméra, tout ça au premier plan. 6 mois entre le tournage et la sortie en salle, vous espérez quoi? Et soudain, pour Cathy, c'est l'épiphanie. Ah oui, j'oubliais. Je sais exactement où il est. Et je sais aussi comment le récupérer. Mais d'abord, grande scène de comédie. Nos amis s'impatientent au sujet de la moto de leurs copains et demandent au mécano. Voilà ma moto. Oh! Oh, mon mari est un grand génie. Ouais, mais où est ma moto? Combien de temps comptez-vous rester ici? Où est ma moto? Restez. Oui, oui, vous pouvez rester autant de temps que vous voudrez. Mais merde, où est ma moto? Oh, ne vous énervez pas, mon brave, votre moto est là, devant vous, vous ne la reconnaissez pas? C'est sa moto? Ça? Oh. Ah, ça vous fait marrer. Si vous voulez apprendre à jouer la comédie mais que vous ne savez pas comment faire, un bon truc discret et subtil consiste à pointer du doigt chacune de vos syllabes. La remontée, oui, c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Et ce sera fait dans combien de temps? Après, en vrai, ça aide quand le gars est torse nu sous sa doudoune. C'est pas un prérequis, hein. Mais ça aide. Et je rappelle que sans Vanilla Ice, il n'y aurait pas Eminem aujourd'hui, ok? Alors un peu de respect. Puis on a 2 mafieux qui sont en chemin pour aller retrouver le père de Cathy. J'ai trouvé, ça y est. Oh, t'as trouvé? T'as le nom de la ville? Ouais, j'en suis c'est quoi? persuadé. Et quand on écoute le dialogue, vous savez ce que je me dis? Je vais me prendre un poulet rôti. Oh, un bon poulet rôti avec une assiette C'est incroyable, Maurice. Ça t'arrive jamais de penser à autre chose qu'à la Une bonne bouffe. bière. Ouais, une bonne bière et des hamburgers. Je pense que les dialogues n'ont pas été écrits. Voilà, je le dis. Je pense que ça n'a pas été écrit. Je pense que sur le plateau, il y a un mec qui leur disait « Ouais, vous vous parlez de ça, de tout, de rien », et que les mecs, ils ont fait comme ils pouvaient. Je vois que ça. T'aimes bien les frites? Bah ouais, c'est bon. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Normal, c'est bon. D'ailleurs, c'est moi ou un des mafieux, c'est Mike de Wheelers Dealers? En plus, alors c'est un détail, hein, mais l'arme du gars est pas chargée. Mec, ne joue pas avec le barillet de ton arme s'il n'y a rien dedans. Surtout si t'es au premier plan. Ensuite, on a un joli plan très coloré avec un joli travelling arrière. Impressionné, ça suffit pour aujourd'hui, arrête. Peut-être qu'il a trouvé la panne. Qui, lui? Non, ça c'est mon boulot à moi. Je repère ce qui ne va pas et lui il répare, c'est comme ça qu'on travaille. Plan dans lequel un glitch est sur le point d'entrée. Moi, je vais faire un tour. Voilà, ne pas parler de ses fringues, ne pas parler de ses fringues. Pensez à Dr. Dre. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations, bump like agony, no doubt. Voilà, se rappeler que sans Vanilla Ice, on n'aurait peut-être pas eu ça, quoi. Johnny se rend chez Kat pour jouer du violon. Et on voit au passage que les 2 mafieux, ils sont garés devant la maison de chez Cathy. Voilà, donc je ne sais pas exactement d'où ils venaient. Mais ils ont fait vite. Johnny frappe à la porte d'une façon aussi stylée qu'inefficace. Yo, comment ça va, madame? Qu'est-ce que vous voulez? Viens chercher Kat. Vous devez faire erreur. Ne reste pas là, rentre, Tommy. Et Cathy, votre fille. C'est ma sœur, tu veux la voir? C'est marrant, le Tommy, là, sa voix, j'ai l'impression de...
J'ai l'impression de connaître sa voix. C'est ma sœur, tu veux la voir? Putain, mais ouais, mais d'ailleurs, Johnny aussi. Johnny aussi, j'ai l'impression de connaître sa voix. Est-ce que vous savez où elle est? Non. Ouais. Tommy. Elle est au Sugar Shack, c'est une boîte. Elle est avec son petit copain. Oh putain, c'est Brigitte Lecordier. Et Johnny, mais c'est Patrick Borg. Est-ce que vous savez où elle est? Peut-être Vincent Ropion. Est-ce que vous savez où elle est? Non, Patrick Borg. Est-ce que vous savez où elle est? Je comprends pas, c'est indiqué nulle part dans leur filmographie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le petit Tommy, c'est bien Brigitte Lecordier. Ça, je peux vous le confirmer. Elle me l'a confirmé elle-même. Mais pour Johnny, je ne sais pas. Je pense que c'est Patrick Borg, mais c'est peut-être Vincent Ropion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est Patrick Borg, la voix de Sangoku, ou Vincent Ropion, la voix de Nicky Larson? Sangoku, Nicky Larson. C'est ma sœur, tu veux la voir? Tommy, ça suffit. Wow. Tais-toi. Bonjour, Tommy. Brigitte elle-même, d'ailleurs, elle se rappelle pas. Elle pense que c'est Patrick Borg, mais elle est absolument pas certaine. C'est dire si ce film a marqué absolument tout le monde. Bref, Johnny s'en va et tombe sur les deux mafieux qui sont devant la maison, donc il leur demande bah, c'est où le Sugar Shack? Vous savez, la boîte de nuit, enfin pardon, la boîte de nuit, parce qu'il est manifestement 14h. Hein, voilà. Et donc les deux mafieux, eux, ils le trollent, hein, ils lui disent oui, c'est à droite, tu vas au rond-point, deuxième à gauche, et puis ensuite c'est au fond de ton cul, derrière à droite. Et donc Johnny est très agacé par ça, hein, donc il fait des tss, comme ça, et puis à la fin il les traite de... Bouffon. Et juste qu'on soit clair, je vais pas répéter à chaque fois que ça joue mal, parce que ça joue continuellement mal. Voilà, c'est juste, vous le gardez dans un coin de votre tête, sinon la vidéo elle va durer 6 ans. Hein. Je veux dire, c'est voilà. C'est où le Sugar Shack? Le Sugar Shack? Pourquoi? Parce que j'ai envie de savoir. Sauf que le père de Cathy, à ce moment-là, il est à la fenêtre et il reconnaît les deux mafieux qui parlent avec Johnny. Et donc, il se dit immédiatement que Johnny est avec ces deux mafieux. Parce que très clairement, ce qui manquait pour faire de ce film un chef-d'œuvre, c'était un quiproquo. Voilà, c'était l'ingrédient manquant pour que ce film soit une œuvre intemporelle. On remercie et on félicite le scénariste. Et soudain, la nuit tombe. Ben parce que quelqu'un de l'équipe s'est quand même rendu compte que ce serait mieux si c'était la nuit pour aller en boîte de nuit. Comment? Et les mafieux pendant ce temps-là? Alors les mafieux, c'est très simple. Ils étaient juste là pour troller Johnny pour qu'il y ait un quiproquo. C'est tout. Ils ne sont pas allés voir le père de Cathy. C'est-à-dire qu'une fois que Johnny est parti, eux aussi ils sont partis en disant on reviendra plus tard. Allez, on s'en va. On rendra visite à nos amis un petit peu plus tard. C'est du génie, je vous dis. Et alors la boîte de nuit, le Sugar Shack, comment vous dire? Comment je peux vous expliquer un truc pareil? Vous voyez comment dans certains films, il y a des archétypes qui sont caricaturaux? Vous voyez comment par exemple dans un film, un geek ou un nerd, ça peut être représenté par un no-life boutonneux qui parle en Klingon, qui passe sa vie devant son écran d'ordinateur et que personne ne comprend ses refs? Et bien là, vous êtes encore loin du compte. Bon, l'idée là, clairement, c'est l'idée dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir le choc limite de civilisation entre le rappeur et les mecs qui sont coincés il y a 50 ans. Voilà, donc. En gros, on imagine qu'on est dans une boîte de pecno ultra ringard et que Johnny, en fait, il va faire un show de ouf. Bon, sauf que déjà, le show de ouf, il va pas le faire. Hein. C'est vraiment pas ouf ce qu'il va faire. Par contre, la boîte, elle est vraiment ringarde. Mais vraiment. Nulle part au monde, il y a une boîte de nuit dans laquelle un groupe joue aussi mal que ça, avec des gens qui apprécient. Et les gens apprécient, hein. Il y a même Nick qui dit « J'adore ce groupe ». On appréciera par ailleurs la subtilité du guitariste, qui n'a d'égal que la subtilité du chanteur. Au cas où on n'aurait pas encore compris qu'on était dans un film très grand public, on nous explique bien qu'il faut être très con pour boire de l'alcool et qu'il n'y a que les gros cons qui boivent de l'alcool et en plus ils font ça en scred. Qu'est-ce que vous buvez? Un Coca-Cola. Un Coca-Cola, Cathy, on s'amuse ce soir. Tu oublies que tu conduis après? Non, toi par contre, tu oublies que je suis un grand garçon. Après, je veux dire, je sais pas. Je veux dire, Cathy, elle est censée avoir quoi? Elle est peut-être 18 ans.
peut-être 19. Nick, pareil, je veux dire, les deux, ils viennent de finir le lycée, quoi. Donc ils ont 18, 19, donc ils n'ont pas l'âge de boire, ok. Mais je veux dire, à l'époque du tournage, Vanilla Ice, il a 23 ans. Alors, ok, ça veut rien dire. Je sais qu'au cinéma, on peut bien faire jouer des adolescents par des adultes de 28 ans. Et donc, ce petit monde est en train de tranquillement s'amuser lorsqu'il attendait, pause. Retour arrière d'une quarantaine de frames. Attendez, mais je la connais, elle. Zoom en B5. Amélioration. Amélioration. Amélioration, j'ai dit. Tu peux bien me demander d'améliorer autant que tu veux. L'image n'en sera pas plus nette pour autant. Ça, c'est dans les films. Ok, alors, extrapolation. De quelle nature? Mettez-lui 20 ans dans la gueule. Ah ouais, c'est bien elle. C'est bien Kathleen Morris, l'actrice de Cold Case. Oui. Non, rien. On peut reprendre. Très bien. Dans ce cas, non, bon, en fait, non. Juste, on revient 10 secondes en arrière, juste, voilà. Kathleen Morris, c'est peut-être pas une grande actrice, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas une mauvaise actrice. Si vous connaissez la série Cold Case, vous savez que bah, ça va. Elle fait le taf, quoi. Et là, il y a une scène qui, je trouve, est admirable pour bien comprendre l'importance de la direction d'acteur sur un film. Il y a des réalisateurs qui considèrent que les acteurs et les actrices sont des techniciens comme les autres et qu'une fois qu'ils ont leur texte, eh ben, c'est à eux de savoir comment jouer, comment se comporter, où se placer, à quel moment est-ce qu'ils doivent rire, pleurer, voilà. Ça fait partie de leur métier, c'est à eux de s'en préoccuper, point. Où est-ce que tu veux en venir? Il n'y a rien de tel pour déterminer la qualité de la direction d'acteur que d'observer un acteur ou une actrice quand il ou elle est en réaction. C'est-à-dire quand l'attention n'est pas sur lui ou elle, et quand il ou elle n'a rien de spécial à dire. Rematons la scène où Nick demande à Cathy ce qu'elle veut boire, et je vous invite à focaliser votre attention sur la réaction de Kathleen Morris. Qu'est-ce que vous buvez? Un Coca-Cola. Coca-Cola, Cathy, on s'amuse ce soir. Tu oublies que tu conduis après? Non, toi par contre, tu oublies que je suis un grand garçon. Un grand moment. Arrive Johnny et sa bande, qui se retrouvent donc entourés par une bande de binoclars. Je suis désolé, je ne vois pas d'autre façon de le dire. Regardez, c'est littéralement ce qu'on voit à l'image. Kat voit Johnny, Johnny voit Kat. Les plans sont beaux d'ailleurs. C'est marrant, je veux dire, le film a été tourné à l'arrache totale. Eh ben, il arrive quand même à sortir des beaux plans. Alors bon, là, ça reste quand même des plans assez basiques. Mais tout de même, je veux dire, c'est des jolis plans, quoi. Je veux dire, pour un film qui a été tourné quasiment comme une sitcom, on est quand même loin du plan large, champ contre champ, champ contre champ. Le tout éclairé uniformément pour qu'on comprenne bien à chaque instant où on est et qui est où. Et là, non, bah ça fait plaisir. Ouais, big up au directeur de la photo d'ailleurs qui s'est sorti les doigts. Tiens, c'était qui d'ailleurs? Non, c'est bon, on n'a pas le temps là, faut qu'on avance. Alors, Johnny, donc, il voit Kat et il décide de prendre les choses en main. Donc, il va débrancher tout le matos des musiciens. Et tout était branché sur la même prise. Et en voyant cette image, il y a 16 techniciens EDF qui sont partis en dépression directe. La musique s'arrête d'un coup, tout le monde est estomaqué. Je vous laisse un instant pour savourer cette image. Comptez les paires de lunettes au premier plan, les tons ternes, les chemises boutonnées trop haut. Johnny attrape le micro, qu'il vient de débrancher, mais qui marche. Bon, en vrai, c'est le haut-parleur qui l'a débranché, mais bon, c'est la même chose, vous comprenez. Là-dessus, il dit « drop it » en parlant du son, et il y a un gars qui lâche son verre. Drop it. Parce que drop it en anglais, ça veut dire lâche le gros son, mais premier degré, ça veut aussi dire lâche ça. Donc c'est un genre de zeugma en fait. C'est Lynx qui va être content. D'ailleurs, matez le gars en question qui a sa ventoline en collier autour du cou. Mais regardez-les, putain, je veux dire, c'est évidemment des personnages de film, ça c'est des gens qui n'existent pas dans la réalité, ça. Mais regardez-moi ça. Et Vanilla Ice commence alors une chanson. Il danse plus ou moins subtilement. Ce qui a l'air de choquer un petit peu l'assistance, hein, attention. Non mais merde, les mecs n'ont pas voyagé dans le temps non plus. Genre, les jeunes locaux, ils ont la télé, ils ont déjà vu des rappeurs. Enfin, merde. Et Johnny entonne alors son morceau People's Choice, dont le refrain est très clairement samplé sur la chanson Thank You for Letting Me Be Myself de Sly and Family Stone. Une chanson exceptionnelle et historique, puisque c'est une des premières chansons à intégrer la technique du slap à la basse, puisque le bassiste du groupe Sly and Family Stone, Larry Graham, est l'inventeur de cette technique.
J'ai beau avoir beaucoup de nostalgie pour Vanilla Ice et beaucoup de tendresse pour ce film, la Vanilla Ice, il massacre cette chanson. I'm the people's choice. Thank you for letting me be myself. I wanna thank you. Just thank you, baby. D'un autre côté, il y a un truc thématique un peu ici, parce que justement, le groupe qui jouait juste avant, qui jouait comme des merdes, c'était cette chanson qu'ils étaient en train de jouer. Alors il faut être un petit peu attentif pour le choper, mais c'était bien cette chanson-là qu'ils chantaient. Vous noterez la présence, même si on s'en fout, d'un gars qui s'est dit que franchement la bonne tenue pour sortir en boîte de nuit c'était Bermuda chaussettes. Non mais en vrai le public de cette boîte de nuit je pourrais vous tenir 2 heures avec tellement ça veut rien dire. Ah tiens, Dwight Schrute. Bref, Johnny attrape Kat par le bras pour qu'elle danse avec lui. Alors au début elle fait un peu sa timide, elle a pas envie mais bon il insiste un petit peu. Et elle finit par se prendre au jeu parce qu'elle est pas insensible au charme de Johnny, hein, Kat. Parce que ça c'est Johnny quoi. Les gens se hype, même Dwight. Ils finissent allongés par terre l'un sur l'autre. Bon, là, c'est plus tout à fait ce qu'on appelle de la danse. Sous le regard vexé de Nick. D'ailleurs, il y a Kathleen Morris à ce moment-là qui tente un move. Sympa, la copine. Puis, après la chanson, dialogue un peu con entre Kat et Johnny. Il y a Kat qui veut récupérer l'agenda qu'il a trouvé, enfin, pardon, qu'il a volé. Tu as exactement 24 heures pour le remettre là où tu l'as trouvé. Je devrais dire là où tu l'as volé. Johnny lui dit, mais attends, mais t'avais pas besoin de danser avec moi pour me demander ça, alors pourquoi t'as dansé avec moi? Pour prouver que je sais danser. S'ensuit un court instant qui sonne pas complètement faux. Alors délectez-vous, hein, voilà, parce que c'est un moment un peu juste. C'est court, mais c'est un peu juste. Ensuite, on a à nouveau un grand moment d'acting, cette fois-ci entre Nick et Kat. Au cas où vous n'auriez pas encore compris que Nick était un vrai gros con, alors là on a tout le spectre, hein. On a la colère. Tu m'as fait passer pour un con auprès de tous mes amis. Mais la colère violente et insultante. D'abord tu n'avais pas envie de sortir et ensuite tu te comportes comme une petite... Je te parle, tu vas écouter? Tu t'es comporté comme une petite salope avec ce type que tu ne connais pas. Mais tout de même colère rationnelle. Ce qui m'ennuie c'est que tu ne bois pas, donc tu n'as aucune excuse. Et là, moment magique. Je vais te pardonner pour cette fois. Suite à ça, attention, accrochez-vous bien, mesdames et messieurs, parce que là, on va avoir 2 répliques qui sont bien. Pas une, 2. Non, arrête. Non. J'ai dit non. Et tu sais dire que ça, non, ou arrête. Alors pourquoi tu comprends toujours pas? Du coup, Cathy décide de rentrer à pied, alors que Nick, lui, veut vraiment la ramener. Monte dans la voiture. Je t'ai dit de monter dans la voiture. Hé, je te parle, Cathy. Mais donc, Cathy rentre à pied. Alors, elle rentre en marchant au milieu de la route, parce que pourquoi pas. Là, on a un très joli plan avec un véhicule municipal, vous savez, qui lave les routes et qui s'arrête au moment où il passe devant Cathy et ensuite il remet en marche l'eau. Et alors, pourquoi je parle de ce plan? Parce qu'il sert à rien. Il n'y aurait pas eu ce plan-là, le film, c'était le même. Hein. Mais parce que je vous rappelle que le tournage, la post-production, le marketing, tout ça, ça s'est passé en 6 mois. Il n'y a pas le temps sur un tournage comme ça de faire des plans comme ça. Le tournage, c'est un tournage à l'arrache. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour caler comme ça des jolis plans qui servent à rien. Même si, bon, on est d'accord, je veux dire, c'est pas le plan le plus compliqué de la Terre à faire. Hein. Mais quand même, je veux dire, il faut caler des lumières. Oui, parce que c'est une vraie scène de nuit, ça. Hein. C'est pas une nuit américaine, vous savez, où on tourne 2 jours et puis ensuite on assombrit pour faire genre c'était la nuit. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tourné ça la nuit. Et c'est compliqué de tourner la nuit. Non, vraiment, je veux dire, ce film n'a pas peur des zones sombres, n'a pas peur de l'obscurité, il n'a pas peur de... Enfin, je regrette, j'ai l'impression d'insister là-dessus, mais ce film est étonnamment beau pour ce qu'il devrait être. Mais attention, un contre-champ. Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas montré, parce que je ne voulais pas couper le rythme de ce qui se passait en boîte de nuit, parce que c'était quand même assez intense, mais pendant que tout ce monde-là était en boîte de nuit, les 2 mafieux sont revenus à la maison de Cathy pour aller voir les parents de Cathy, pour leur dire « Hey, on vous a retrouvés !» Alors au début, l'Europe, il fait genre oh, « Je ne sais pas qui vous êtes, vous vous trompez ?» Et puis finalement, il dit « Bon, bah, d'accord, ok, vous m'avez retrouvé, qu'est-ce que vous voulez ?» Les mecs disent « On veut 500 000 $ d'ici 24 heures. Sinon, ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à tes enfants. » Scène importante, il est vrai, mais moi, j'avais vraiment envie de me concentrer sur Dwight Schrute.
Là, on sent dans l'attitude de Cathy qu'elle sait que c'est pas normal cette voiture qui est derrière elle. À aucun moment elle se dit bah, peut-être qu'il faudrait que j'aille sur le trottoir au lieu de marcher au milieu de la route comme une conne, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je passe sur le fait que la voiture ne fait aucun bruit. Quand soudain, de nulle part, dans la nuit noire et obscure, surgit un Johnny Ex Machina. Monte, viens. Et hop, et ils s'en vont en faisant du wheeling. Parce que c'est Johnny et que Johnny fait du wheeling. Ils arrivent chez Kat, ils ont un dialogue profond sur la nature humaine et le sens de la vie. Yo, c'était qui ces types dans la voiture? Ah, je sais pas. Des emmerdeurs? Cathy rentre chez elle, elle se retrouve face à son père qui était inquiet, sa mère qui est assise dans le salon en larmes, et le père lui dit que non, tout va bien. Tout va bien, aucun problème, tout va bien. Voilà, comme tu peux voir ta mère, tout va bien. Voilà. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'on aimerait que, si possible, au moins dans les prochains jours, tu ne discutes pas avec des inconnus. Genre ce mec chelou avec sa doudoune orange, machin, voilà. Tu le connais pas, donc s'il te plaît, promets-moi, il lui fait promettre, promets-moi de ne pas discuter avec des inconnus. Johnny retourne au Sugar Shack, où il y a tous ses potes, et puis là, il se retrouve face à Nick et ses copains qui sont en train de défoncer la moto de Surdy, c'est un des homeboys de Vanilla Ice. Ils sont en train de défoncer la moto de son pote à coups de batte de baseball. Et alors, il y a Johnny qui dit « Vous faites quoi là ?» Et il y a Nick qui dit « Bah, je teste ma batte sur ta moto. » Je sais ma batte sur ta moto. Sans s'offusquer le moins du monde d'avoir vu Johnny arriver sur sa moto. À ce stade, moi je cherche même plus à comprendre. Ça fait bagarre, c'est vraiment super mal chorégraphié, mais en vrai on s'en cogne. Voilà, donc Johnny défonce toute la bande et part en vannant une dernière fois Nick. Un de ces quatre, Bic. Il l'appelait Bic, alors c'est marrant parce qu'en vrai son nom c'est Nick. C'est un total manque de respect, vous voyez. C'est le gangsta rap. Et là, si vous avez suivi, vous allez dire « Putain, mais merde, maintenant il va falloir réparer 2 motos du coup !» Alors non, en fait, la moto de Surdy, on n'en parlera plus. Non, non, c'est bon. Il n'y a aucun problème avec cette moto, ça va. Batte de baseball, non, c'est bon. Cela étant, regardez bien les deux du fond, là. Un de ces quatre, Bic. Eh ben moi, je veux connaître leur histoire. Moi, je veux savoir comment ça se fait qu'ils soient à ce point blasés de ce qui se passe. Pendant ce temps-là, à Veracruz, pendant ce temps-là, Cathy est dans son lit à scruter le permis de conduire de Johnny qu'elle lui a tiré, manifestement. Elle entend ses parents qui discutent, manifestement, il se passe quelque chose. Mais quoi? Cut, elle est dans une autre position, signe que ça dure. Puis, c'est le matin, mais... Stop! Quoi? Je voudrais revenir un instant sur cette scène parce qu'elle illustre assez bien mon propos, à mon sens, qui est que rien ni personne n'émerge du néant. Ouais, et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'un film, c'est le résultat du travail de dizaines, voire de centaines de personnes, et que même quand un film est fondamentalement mauvais, il ne peut pas être 100% vide. Mais encore, regarde la table de chevet de Cathy. Ah ouais, tiens, il y a 3 bougies qui sont collées à une lampe avec un abat-jour, c'est hyper dangereux. Non, pas ça. Quoi, les oranges? Enfin, ou des citrons, je sais pas ce que c'est. Non, non, non plus, non. Le livre? Le livre. Eh ben quoi? Eh ben il faut bien comprendre qu'un film au cinéma, c'est pas une vidéo YouTube. Si vous voyez du décor derrière moi, par exemple, vous voyez ce magnifique flipper virtuel, ce pin cab qui m'a été fabriqué par les frères Poulain, le lien est dans la description. Si vous voyez ce flipper dans le champ, c'est pas, je l'ai pas mis exprès pour cette vidéo, pour que vous le voyiez pour cette vidéo, parce qu'il y avait un sous-texte, quelque chose. C'est juste que là, on est dans mon bureau. Mais au cinéma, les décors sont, pour la plupart en général, construits ou montés, réarrangés, disposés par des gens dont c'est le métier. Les équipes de production design, de set design et d'art design. Et donc, s'il y a un livre qui est posé sur la table de chevet de Cathy, c'est que quelqu'un dans l'équipe a décidé qu'il fallait que ce livre soit posé sur cette table de chevet pour ce film. Ok, mais alors du coup, ce livre, il est là pour quoi? Pour nous montrer qu'elle lit des livres? Super, on sait déjà que c'est une étudiante. Ce livre, c'est Dormitory Women de Hervé Cassil. Ah, et c'est connu comme livre? Non, vraiment pas. Ça aurait été un livre super connu, je veux dire, il y aurait eu Moby Dick sur sa table de chevet, on se serait dit, bon bah ok, c'est une étudiante qui lit ses classiques, voilà, bon, ok, super. Mais pas ce livre. Ce livre, c'est ce qu'on appelle une nouvelle pulp. Alors je vous renvoie aux vidéos du Fossoyeur de film pour comprendre ce que c'est qu'un récit pulp, mais en gros, pour le dire très simplement, on va dire que
les nouvelles pulp, c'est un peu la série B de la littérature. Le film de genre de la littérature. Voilà, et Cassill en a écrit un peu plus d'une trentaine. Je veux dire, voilà, le mec a été assez prolifique en la matière, mais Dormitory Women, c'est un peu son seul bouquin qui a bénéficié d'une visibilité qui a été apportée par des critiques plutôt favorables. Et de quoi ça parle? Exactement. De quoi ça parle? Dormitory Women raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Millie, qui rentre à l'université, qui rejoint une sororité, vous savez, bon, les fraternités, mais pour sœurs, sororité, donc vous savez, genre les Kappa, Delta, Phi, je sais pas quoi. Donc elle s'amuse aussi avec des garçons, bref, elle a une vie d'étudiante assez classique, jusqu'à un moment donné où elle manque de se faire violer. Elle se fait sexuellement agresser, mais elle ne se fait pas violer. Ce qui réveille en elle un vieux trauma de quand elle s'était effectivement faite violer des années plus tôt. À ce moment-là, elle commence à entretenir une relation avec un de ses professeurs. Elle jette un petit peu les autres étudiants et puis elle commence à avoir une relation avec un de ses professeurs. Et elle va petit à petit saboter cette relation à mesure qu'elle sombre dans la folie. Et lors de sa parution, ce livre a eu un accueil plutôt intéressé de la critique qui a vu une représentation assez réaliste des difficultés de l'univers universitaire et plus spécifiquement pour les jeunes femmes. Et du coup, je pose la question, ce livre est sur la table de chevet de Cathy, qui a décidé que ce livre caractérisait Cathy et qu'est-ce que ça raconte le fait d'avoir mis ce livre sur cette table de chevet? Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, hein, bien au contraire. Mais si vous voulez mon opinion, je pense que c'est quelqu'un de l'équipe d'Écho, sans doute même de son propre chef, qui a décidé de mettre ce livre-là. Parce que je ne pense pas que le réalisateur ait été au courant. Parce que si le réalisateur avait voulu mettre du sous-texte dans ce film, vu ses compétences de réalisateur, il les aurait mises en gras et en italique en travers de l'image. Mais du coup, tu penses que ça dit quoi comme sous-texte? Eh bien, j'en ai aucune idée. Parce que c'est un mauvais film. Et que dans un mauvais film de ce genre, il n'y a pas de place pour du sous-texte. Enfin, pas vraiment. Un petit peu, on verra par la suite, mais sinon, globalement, pas vraiment. Fin de la parenthèse? Oui. Donc, c'est le matin, encore un joli plan. Cathy est réveillée par Johnny qui lui met un glaçon dans la bouche, parce que Johnny est dans sa chambre, parce que Johnny est un putain de stalker. Alors, vous énervez pas. C'est juste les années 90. D'accord? On a évolué depuis, mais à l'époque, c'était le deal. À l'époque, un comportement de stalker comme ça passait tout seul, si la fille était intéressée. C'était ça le deal. En gros, la différence entre un psychopathe et un BG, c'était pas le comportement du mec, c'était le regard de la fille. Oui, parce que maintenant, on sait que si, quand elle se réveille, le mec est allongé à côté d'elle dans sa chambre sans y avoir été invité, même si elle est intéressée, c'est un putain de red flag. Tout ça pour dire, voilà, c'était le code au début des années 90. Voilà, c'est pas là pour vous choquer. Voilà. Un film ne sort pas du néant, ça veut aussi dire qu'un film vit dans son époque. Cela dit, vous voyez comment le film prend son temps? Vous voyez le temps qu'il y a entre le moment où on voit juste la réaction de Cathy et le moment où la caméra cut sur Johnny? Pas la peine de réveiller tes parents. « 11 secondes à partir du moment où elle le voit. 11 secondes, c'est vachement long. Putain, mais le film n'est pas le moins du monde clipesque, en fait. Bon, sauf quand il y a des chansons. Mais sinon, je veux dire, outre le fait que le film n'a strictement rien à raconter, compte tenu des circonstances du tournage, le film est plutôt quali. Je rappelle que les circonstances du tournage, c'est un label musical veut essorer au maximum le capital de Vanilla Ice tant qu'il y en a. Et sa durée de développement, j'insiste, mais putain, 6 mois entre le premier jour du tournage et la sortie en salle. Mais même Marty met plus de temps à sortir des vidéos. Bon, sinon, sans déconner, les baskets sur le lit, ça se fait pas. Et puis cette tenue, bordel. Cette tenue. Alors, ce que porte Johnny, ça s'appelle une salopette Bermuda. C'est un geste très technique qu'il ne faut pas tenter de reproduire chez vous. D'accord? Voilà. Et évidemment, le haut de la salopette rabaissé. Et là, je vais vous dire un truc qui va vous ruiner définitivement cette tenue. C'est un truc qu'on ne voit pas maintenant, mais qu'on va voir par la suite. Et quand vous le verrez, vous ne penserez plus qu'à ça. La salopette baissée comme ça, on a l'impression qu'en fait, il a des bretelles et un sac banane. Je vous le dis, là, c'est pas flagrant, hein, mais je vous garantis que vous ne verrez que ça. Bref, putain, faut vraiment qu'on avance là. Cathy montre à Johnny qu'elle lui a tiré son portefeuille.
Et donc, Johnny lui court après pour essayer de la récupérer. Donc, il lui rend son agenda, elle lui rend son portefeuille. Et là, on assiste à une scène qui fonctionne étonnamment bien. Vous savez, quand vous avez envie de sortir avec une personne, ce moment où vous comprenez que cette personne, elle a également envie de sortir avec vous, mais que vous ne sortez pas encore ensemble. Vous savez, ce moment juste avant, là. Vous savez, cette sensation-là qu'on a. Eh bien, cette scène essaye de reproduire cette sensation. Eh bien, vous savez quoi? C'est pas mal fait. Alors, c'est pas bien fait non plus, parce que Vanilla Ice, il joue pas super bien, on va être honnête. Mais l'actrice qui fait Cathy, Christine Minter, qui par ailleurs a pas fait grand-chose d'autre dans sa carrière, voilà, elle le joue plutôt bien, ça. Le tout porté par des chants et contre-chants plutôt simples, mais qui prennent leur temps et qui fonctionnent assez bien. Bon. Bon. À tout à l'heure. Tout de suite, c'est mieux, je suis là. Je vois bien que tu es là. Faut que tu sortes, je dois m'habiller. Vas-y, habille-toi. Oh, ça me gêne pas, tu sais. Cathy! Brigitte Lecordier Ininterruptus, qui vient jouer les coq-blocs. Johnny promet à Tommy qu'il l'emmènera faire un tour à moto, et c'est important parce qu'on a vu un peu plus tôt que Nick promettait continuellement à Tommy de l'emmener faire un tour dans sa décapotable et qu'il le faisait jamais parce que Nick est un menteur. Quel menteur! Mais là, Johnny, il promet. Promis! Promis. Vous le voyez, le sac banane, là? Johnny sort attendre Cathy dehors. Cathy est contente. Je t'attends dehors. Là, à nouveau, on a une séquence assez juste, avec un beau mouvement de caméra et un Johnny qui joue quand même plutôt bien sur cette scène-là. Merde! Pause. Vous voyez l'expression de Johnny, là? Là, c'est l'expression d'un gars qui a compris que la fille pour qui il en pinçait, eh ben, il lui plaît. Là, il n'y a pas de Vanilla Ice, il n'y a pas de posing comme dans la boîte de nuit la veille, de genre comme ça. Non, il n'y a pas. Là, il est juste content. Là, c'est l'expression d'un jeune homme qui en pince pour une jeune femme et qui a compris que c'était réciproque. Alors là, je sais, vous vous dites que je tire beaucoup de choses d'un film fondamentalement très mauvais. Mais je vous assure que là, on entre dans une petite partie du film qui est tellement mieux réalisée que je me demande si c'est le même réalisateur qui bosse. Cathy arrive, le jeune couple part en balade. Coucou les copines! Et alors juste, bon, on s'en fout, mais quand on part en balade, c'est avec un seul L. 2 L, c'est pour les balades, le type de chanson qu'on appelle des balades. Voilà, mais quand on part en balade, c'est un seul L. Voilà, c'est gratos, je vous l'emballe même pas celui-là. En gros, là, on va avoir une séquence musicale assez clipesque, parfois ridicule, dans un chantier de construction. Pourquoi un chantier de construction? Déjà, j'ai envie de dire, qui se fait construire une baraque en plein milieu du désert? Mais vous verrez que le chantier de construction aura son importance. Et ce sera d'ailleurs l'explication au fait qu'on focalise notre attention sur une machine qui martèle le sol et que je prenais au début pour une allusion sexuelle pas très fine. Bon alors attention, c'est pas magique non plus, hein. Parfois c'est juste, mais parfois ça l'est pas. Hein. Exemple. Ça fait combien de temps que... Vous le sentez là, qu'ils comptaient dans leur tête pour pouvoir parler pile en même temps? Et c'est le moment où ils vont un petit peu se livrer l'un à l'autre. Voilà. Cathy explique qu'elle a toujours vécu ici, qu'elle a toujours pu compter sur ses parents. Et on devine que c'est pas tout à fait le cas de Johnny. Puis il joue dans la maison en construction, voilà, c'est gentiment ridicule. C'est ce que les Américains qualifieraient de cheesy. Nous on dit cucu et cucu c'est concon, donc ça marche bien. Puis ça rejoue dans la maison en construction et puis il y a Cathy qui demande à Johnny qu'est-ce qui compte pour toi, et là Johnny répond quand on n'est pas honnête envers soi-même, on est honnête envers personne. Stop! Remontre-moi ça. Quand on n'est pas honnête envers soi-même, on est honnête envers personne. Ah vache, alors celle-là, je l'ai pas senti venir. Mais quoi? Je m'attendais pas du tout dans un film comme ça à entendre Vanilla Ice citer du Shakespeare. Ah oui?
to thine own self be true, and it must follow as the night the day. Thou canst not then be false to any man. Ah oui, ce film me surprend continuellement. Bon, après, attention, hein, on ne s'excite pas, hein, le film reste fondamentalement mauvais, hein, mais il suffit, par exemple, la suite de la phrase, par exemple. Et quand on vit pour faire plaisir à quelqu'un, on vit pas. Voilà, bon, bah ça, par exemple, c'est pas du Shakespeare. Le tout toujours entrecoupé de trucs complètement cucul-à-praline, puis la scène qui aurait pu être une vraie jolie scène, mais que Vanilla Ice a foiré parce qu'il joue pas bien, voilà. En fait, la scène, c'est quoi? C'est il y a Cathy qui dit « Parfois, j'ai envie de faire des trucs fous, mais ça m'est jamais arrivé. » Et puis lui, il lui dit « Mais vas-y, laisse-toi aller. » Et elle l'embrasse. Et ça aurait pu être une jolie scène s'il lui avait dit « Laisse-toi aller », puis qu'il l'avait regardé, qu'il avait tenu son regard. Mais non, il lui dit « Laisse-toi aller », puis il regarde au loin, il fait son regard de beau gosse, comme ça, pour qu'elle lui attrape le visage, pour qu'elle le tourne, pour qu'elle, genre, elle le surprend à l'embrasser. Voilà. Donc ça, c'est un peu foiré, c'est dommage. Maintenant, on a droit à une balade ce coup-ci avec 2 ailes, hein, une belle chanson de merde interprétée par Vanilla Ice. Cela dit, il y a quelque chose d'intéressant à mon avis dans cette scène. Vous voyez la scène de merde qu'il y a dans Star Wars épisode 2? Vous savez laquelle? Hein, la petite maison dans la prairie, là. Quand ils se roulent dans l'herbe avec les vaches aliens chelous, là. Et bien là, on a la même scène. Sauf que cette scène, eh ben, j'y crois. Parce que là, on est loin, on les voit, on les entend pas. On voit Johnny qui galère avec le cheval, mais qui essaye de garder la face. Elle finit par réussir à lui faire monter à cheval et lui fait faire de la moto. Et une des plus belles scènes du film. Et c'est une scène toute con, avec un tuyau d'arrosage. Voilà, il s'amuse avec un tuyau d'arrosage. Mais moi, quand je vois cette scène, j'y crois, moi, à leur histoire. Moi, je les trouve presque beaux, là. Sans déconner, c'est qui à la photo sur ce film, là? Attends, mais ta gueule, profite. Putain, c'est beau, là. Ça flirte, ça se jette dans les hautes herbes, mais ça reste éminemment grand public. Et vous savez quoi? Bah, c'est tant mieux. Puis, il y a ce plan qui valide totalement la scène. Je ne suis pas du tout objectif, mais j'adore ce plan. Faites attention, ça va aller vite. Les 2 courent, ils sont trempés, elle ajuste négligemment la bretelle de sa robe, il lui passe le bras autour de l'épaule, elle lui passe le bras autour de la taille. Quand je vois ça, j'ai envie d'avoir à nouveau 17 ans. Encore une fois, c'est une connerie, hein. Je veux dire, c'est un joli plan dans une bouse phénoménale. Mais ce plan-là, c'est un vrai plan de cinéma. Lorsque Johnny ramène Cathy, il fait nuit, donc leur escapade a duré toute la journée et on comprend très vite que les jolis plans, c'est terminé. Vise la galanterie du mec. Après vous. Cathy lui confie sa bague pour qu'il ne la confonde pas avec Monique. Vous vous rappelez Monique? Johnny répond « Je sais faire la différence entre toi et n'importe qui. » Ils s'embrassent et c'est évidemment à ce moment-là que le père de Cathy ouvre la porte. « Bordel, mais t'étais où? T'es parti ce matin, t'as pas vu de la journée ?»« Pardon, je savais pas que vous vous inquiétiez. » T'aurais pu téléphoner quand même, hein. Ah, désolé monsieur, il n'y avait pas de téléphone là où on était. Ah bon? Et c'était où ça? Ah bah on a fait un tour avec ma moto, on a été dans une prairie, on a été dans le désert, on a été sur un chantier. Ok, Balek, je te parle pas à toi. Mais calme-toi. Figure-toi que hier soir, les 2 copains de ton copain sont venus nous rendre visite. Dis ça, mais de qui vous parlez là? Tu sais très bien de quoi je veux parler. Les 2 gars avec qui tu discutais hier soir devant la maison. Allez, casse-toi maintenant. Bon, là c'est le truc hyper classique, on a vu ça 3000 fois, c'est infiniment frustrant. On est dans une situation où il suffirait que quelqu'un dise, je sais pas, 6 mots pour dénouer tout le truc, mais personne ne prononce ces 6 mots-là, histoire que le quiproquo dure encore un peu. Avec en plus la différence qui est que là, dans ce film-là, l'histoire, on s'en branle, donc c'est encore plus relou du coup. Pendant que tu faisais je sais pas quoi, j'ai pas envie de savoir, dans le désert avec l'autre là, ton petit ami Nick, il était à l'hôpital. Parce que ton copain que voilà, lui a déglingué sa face. C'est vrai ça? Bah ouais, mais il tabassait la moto de mon pote, alors je l'ai déglingué. Même qu'en partant, je l'ai appelé Bic pour lui manquer de respect. Tu vois, c'est un truc de gangsta rap, t'inquiète, je connais. Ouais, allez, rentre maintenant. Allez, à demain. 4. Je t'interdis de la revoir, tu m'entends? Là, jamais, ni demain, ni aucun autre jour. Ça, c'est à elle de me le dire. Voilà, et c'était la fin de l'acte 2, s'il y en a qui essayent de suivre un peu la structure de ce film. Même si, franchement, la structure de ce film, c'est... Du coup, Johnny s'en va un peu tristoun, et puis, dans la maison de Cathy, il y a la mère qui dit au père que leur fille a le droit de savoir la vérité maintenant. Pendant ce temps, ça danse chez les mécanos. Yo, alors je me débrouille bien, non? Ouais, super.
Chez Kat, on a un très joli plan de caméra qui tourne autour de l'aquarium dans la chambre de Cathy. Et encore une fois, je regrette, j'insiste, mais pour un film qui a été à ce point tourné à l'arrache, il y en a quand même qui ont pris le temps de tourner ce genre de choses. Surtout que là, pardon, mais le message, il est super clair. Dans cette chambre de Cathy, qui est immaculée de blanc, à part le bouquin qu'elle a sur la table de chevet, on a un aquarium au milieu de la pièce avec des poissons qui sont sombres et qui tournent en rond comme des cons. Kat l'a dit plus tôt, elle rêve d'une vie un peu différente, elle rêve d'aventure. Elle voudrait avoir un peu, en quelque sorte, une autre vie. Comme si elle sentait qu'elle était engagée sur un chemin où tout était déjà tracé, comme si elle était un petit peu en cage, enfermée, dans un aquarium. Et là, je sais, vous allez me dire que je suis interprète, mais figurez-vous que j'ai une réponse à ça. Mais pas tout de suite. Alors du coup, votre commentaire, vous le gardez pour l'instant dans un coin de votre inventaire. C'est le moment où le père raconte la vérité à Cathy, comment son nom, c'est pas son vrai nom, pareil pour sa femme, donc la mère de Cathy, comment il a dénoncé des flics véreux et qu'ils ont dû fuir, protégés par le FBI, et que tout allait bien jusqu'au moment où il a vu Johnny discuter avec les deux mafieux, dont il explique qu'en fait, ce sont les deux flics en question qu'il avait fait condamner à la prison. Voilà. Et là, on a un dialogue, pardon, mais qui veut rien dire. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, on doit surtout être prudent. Et maintenant, il me réclame une somme d'argent. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se contenter d'être prudent. Tu as appelé les marshals ou le FBI ou la police? Non, parce qu'on va être prudent. L'argent qu'il te demande, tu as les moyens de le payer? Pas besoin, puisqu'on va être prudent. Mais non, mais je veux... Prudent. Il faut pas qu'on aille, je sais pas moi, se cacher quelque part? Est-ce que ce serait prudent? Je pense, oui. Mais du coup, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Ah bah oui, là, il faudrait qu'on bouge. Ça ne serait pas prudent. Mais du coup, on fait rien. Voilà. Prudent. Voilà, donc il faut juste vous rappeler de temps en temps, parce que je trouve plein de qualités à ce film, mais voilà, il ne faut pas perdre de vue, il faut garder dans un coin de sa tête que ce film est vraiment, vraiment très, très mauvais. Hein. Et nous méfier des inconnus. Donc se méfier de Johnny. Il n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que elle, évidemment, elle le connaît bien, hein, elle le connaît depuis hier, quand il a failli la tuer, et puis ce matin, quand il la stalk dans sa chambre. Bon, là, ensuite, je passe un peu vite sur le reste de la scène où il y a la fille qui dit au père, mais attends, mais moi, du coup, toi non plus, je te connais pas vraiment puisque tu m'as menti toute ma vie. Ce à quoi le père répond ultra culpabilisant. Je l'ai fait pour te protéger. Il dit, mais attends, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour vous. J'ai renoncé à mon identité pour vous offrir une nouvelle vie. Non, 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 mon gros, t'as pas fait ça pour eux. T'as fait ça parce que tu estimais que c'était la chose à faire. Voilà. Éventuellement, tu les as tous mis en danger pour pouvoir faire quelque chose que tu estimais être juste. Et je dis pas, hein, tu as sans doute eu raison de faire ce que tu as fait, mais juste, viens pas coller ça sur le dos de ta fille qui n'était pas née à l'époque. Hein? T'as pas fait ça pour elle. Ça va bien maintenant. Putain, c'est long, je vous jure, j'aimerais pouvoir aller plus vite, mais chaque scène est un tel régal de nullité, et en même temps, le film est tellement beau. Alors, juste un truc, par contre, oui, parce que j'ai l'air d'insister, d'en faire des caisses là-dessus. Alors, c'est vrai que le film est beau, mais attention, le film n'est pas non plus une succession de tableaux dignes d'être exposés dans les plus grands musées. Hein. C'est juste que compte tenu de la bouse que c'est censé être, compte tenu des conditions dans lesquelles le film a été fait, c'est un miracle que ce soit aussi léché. Pour Johnny, tu en es certain? Je préférerais que tu l'évites. Fais-le pour toi, chérie. Mais aussi pour ton frère, ta mère et moi. Vous avez vu ça? Je veux dire, outre le fait que le père, il en remet une couche culpabilisatrice, vous avez vu comme le film prend son temps? Le lendemain matin, Johnny attend Cathy pour l'accompagner, je sais pas où, personne ne sait où, on s'en fout en fait, voilà. Toujours est-il qu'elle lui dit qu'ils ne se reverront plus. Johnny lui dit... Qu'est-ce qui parle, c'est toi ou ton père? Elle répond... Moi. Qu'est-ce qui me dit qu'au fond, je ne suis pas juste une autre Monique sur ta liste? Donc on est bien d'accord, hein, elle lui dit absolument pas que peut-être il y a un lien avec les deux gars de la veille, etc. Surtout bien garder le quiproquo jusqu'au bout. Tu ne me connais pas, tu ne me connais pas du tout. Et Johnny part bouder, parce qu'il est vexé. Petit moment musical qui sert à rien où Johnny fait de la moto, parce que Vanilla Ice adore faire de la moto. Il finit par se jeter littéralement dans un canapé, dans le jardin, parce que voilà pour ça, et on sent que là, on est dans l'introspection.
quand arrive Brigitte Lecordier qui s'est coupé les cheveux pour ressembler à Johnny. Quoi? Johnny, comment tu me trouves? Super, mec. Merci, surtout que je l'ai fait moi-même, tu sais. Ouais, j'ai tout de suite vu. Oh, le petit Tommy, il a un casque de moto à la main. Parce qu'évidemment, il a un casque de moto. Il n'a jamais fait de moto de sa vie, c'est limite s'il a un vélo, mais bien sûr qu'il a un casque de moto. Et vous savez ce qui va se passer là? Vous le savez, tout le monde le sait ce qui va se passer. Tommy, il vient pour dire à Johnny, c'est bon, tu m'emmènes faire un tour à moto, sauf que Johnny, il n'a pas du tout la tête à ça. Donc il va lui dire, bah non, pas maintenant. Et pour Tommy, ça va être une déchirure, ça va être, mais en fait, t'es un menteur comme Nick. J'ai dit que j'allais à mon entraînement de baseball. Finalement, je suis venue te voir. Eh, tu m'as promis un tour. Je suis prêt, moi. Non, pas maintenant. Je suis un peu occupé, tu vois pas? T'as changé, Johnny. Allez, on y va. Ouais. Yo, Ah, t'es super. Ouah, c'était un prank en fait. Bon, vous notez, hein, par contre, le père de Cathy a dit qu'il fallait être prudent. Pour l'instant, on doit surtout être prudent. Sauf que personne n'a prévenu Tommy. Voilà, donc il a dit qu'il fallait être prudent, mais il laisse son gamin partir seul à son entraînement de baseball, alors qu'il sait qu'il y a 2 gars qui lui ont demandé $1 demi-million, sinon il allait arriver des misères à ses enfants. Il a prévenu ni la police, ni l'FBI, ni les marshals, ni personne. Prudent. Mais en vérité, mais c'est une chance que Johnny l'emmène faire un tour de moto. Et petite parenthèse, c'est bien qu'il lui ait collé un casque au gamin. Parce que jusqu'à maintenant, les casques sur les motos, c'était un peu une option. Et moment musical avec des plans plus fous les uns que les autres, alors certains qui sont propres. D'autres qui sont ridicules. Ça va pas, il est fou. Et là, attention, instant satisfaction, celui-là, je vous le passe au ralenti pour qu'on puisse bien profiter. Et c'est le moment pour un autre tuto d'acting. Quand vous ne savez pas quoi faire de votre corps pendant que vous parlez et que vous ne pouvez plus pointer du doigt parce que vous l'avez déjà trop fait, faites simplement nom de la tête. C'est toujours aussi juste qu'impeccable. J'ai encore planté, Roscoe. Quoi? Du coup, jamais. Ce truc-là, tu vois, il est pas à sa place du tout. Il est bien posé. Et oui, moi je suis sûr que c'est... Johnny ramène Tommy chez lui, Tommy il est refait, il rentre dans la maison. Pendant ce temps-là, Johnny il re-rentre dans la chambre de Cathy par la fenêtre pour prendre la bague que lui avait donnée Cathy et la jeter au fond de l'aquarium au milieu de sa chambre. Vous voyez bien que c'était pas de la surinterprétation du fait que Cathy était enfermée dans sa vie. Alors, il n'y a pas de l'analyse de Brutas là? Non, non en effet. Tommy est donc seul chez lui alors que tout le monde pense qu'il est à son entraînement de baseball. Il est en train de jouer à la NES avec le couvercle ouvert. Bon, en vrai, c'est pas grave parce qu'il jouait pas vraiment à la console. D'abord parce que la console est éteinte, et puis ensuite parce qu'on voit que le jeu se met sur pause bien après qu'il a lâché la manette. Parce qu'il a entendu un bruit. Bien évidemment, les 2 flics véreux entrent dans la maison, et c'est là qu'on constate à quel point l'histoire est bancale. Allez, viens, suis-moi. Mais regarde qui est là. Qu'est-ce que tu fais ici? Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Eh, tu devrais pas être au stade, toi? Et ton entraînement de baseball? Mais alors, qu'est-ce qu'ils foutent là? S'ils pensaient qu'il n'y avait personne dans la maison, ils sont venus pourquoi exactement? Je veux dire, ils ont demandé $500 000. Ils allaient quoi? Tirer la NES et la télé? Enfin, ils sont là pourquoi? Bon, comme le scénariste est brillant, il justifie quand même la chose. On est des amis de ton papa, et on est venu pour récupérer quelques documents. Bref, les flics coursent le gamin dans toute la maison, puis finissent par l'enlever. Un peu plus tard, Cathy rentre chez elle, un petit peu vénère, parce qu'elle allait chercher Tommy à l'entraînement de baseball alors qu'il n'y était pas. Et en même temps, bon, elle est triste, quoi. Elle est triste, alors elle trouve sa bague dans l'aquarium, dans sa chambre. Vous trouvez toujours que je surinterprète? Non, vraiment, ce film est mauvais, hein, je le dirai jamais assez, mais manifestement, il y a quelqu'un derrière la caméra qui sait ce qu'il fait. Et c'est pas le réal. Oui, parce qu'il faut bien comprendre un truc sur la façon dont sont faits les films. Les images que vous voyez, c'est pas juste le résultat de ce que veut le réal. C'est le résultat de toute une équipe technique, notamment du directeur de la photo. Le directeur de la photo, pour dire simplement, son boulot, outre le fait
de produire l'image qui est dans la tête du réal, c'est de faire en sorte que cette image soit belle, soit propre, qu'elle signifie visuellement quelque chose. Et le directeur de la photo sur ce film, croyez-moi, c'est pas un noob. Putain, mais c'est qui sur ce... Attends, c'est sérieux? C'est tout à fait sérieux. Je peux leur dire? Non, parce que d'abord, il faut qu'on finisse l'histoire. Les gens ont besoin de savoir ce qui va arriver à Tommy. Oui, parce que là, le film prend un virage vraiment super dark. C'est-à-dire que Tommy est assassiné d'une balle dans la nuque et jeté dans une fosse, et je déconne. Évidemment que je déconne. Bien sûr que c'est pas ce qui va arriver. Je veux dire, le FBI va arriver à la dernière minute pour sauver Tommy, et je déconne toujours. Bien sûr que je déconne toujours. Juste, mais regardez combien de temps elle reste devant son aquarium. Regardez la longueur de ce plan. Comment est-ce que ça peut pas être plus limpide comme sous-texte? Elle regarde des poissons qui nagent en liberté dans un espace clos. C'est ça son personnage. Pendant ce temps, chez les mécanos, la moto est enfin réparée, tout le monde est prêt à partir, mais Johnny, lui, il n'est pas vraiment prêt à partir. Je lui dirai pas au revoir. Ça ne peut courir. Au moment du tournage, Vanilla Ice, il a 23 ans. Christine Miller, qui joue Cathy, elle a 25 ans. Dans le film, ils sont censés avoir, je sais pas, 18, 20 ans par là. Voilà, en gros. Mais, enfin, peu importe, vous n'avez pas 15 ans, parlez-vous! Bref, les parents de Cathy arrivent à la maison, constatent que Tommy n'est pas là, qu'il n'était pas à son truc de baseball. Ils se disent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a le père qui va voir s'il est dans la chambre ou pas. Et oh mon Dieu! Il n'est pas là. Johnny va tout de même aller chez Cathy pour lui dire au revoir, pour lui dire qu'il s'en va. Il trouve une enveloppe sur le perron, donc il la ramasse pour pouvoir leur donner, parce que c'est un garçon qui est bien élevé. Bon, vous avez compris la suite. Je veux dire, dans l'enveloppe, il y a évidemment une demande de rançon et tout le monde va croire que Johnny est dans le coup puisque c'est lui qui amène l'enveloppe. Putain. Mais Cathy ne veut pas parler à Johnny à cause de son père. Tu joues les petites filles obéissantes, c'est ça? Puis Johnny donne l'enveloppe au père en disant simplement « C'est pour vous ». C'est pour vous. Il dit pas « C'était par terre, je l'ai ramassé et voilà ». Non. Il dit juste « C'est pour vous ». Dans l'enveloppe, il y a une cassette avec un enregistrement de Tommy qui explique voilà la demande de rançon, tout ça, parce qu'on connaît, on a vu 1000 fois. Dans la cassette, Tommy dit que le père a 24 heures pour trouver la somme, ce qui veut dire que quand la veille, les mecs sont venus en donnant 24 heures au père pour trouver la somme, bah finalement c'était pour du beurre, ça comptait pas. Et donc le père, là, se retrouve avec les deux gars qu'il avait fait condamner à de la prison, qui lui demandent $1 demi-million, qui ont kidnappé son fils, et sa réaction, c'est... Je te l'avais dit. Je t'avais dit que ton copain était avec eux. Pas un, qu'est-ce qu'on va faire? Ou ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Non! Bon, là, clairement, le film se rappelle qu'il touche à sa fin et que l'intrigue, il faut vraiment que ça boucle parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Cathy, elle en croit pas un mot. C'est pas possible que ce soit son Johnny qui soit responsable de ça. Non, je suis certaine qu'il n'a rien à voir là-dedans. Tu crois que s'il est revenu à la maison, c'est pour tes beaux yeux? Il est juste venu livrer la cassette. Je vais appeler la police. Arrive Nick. Pourquoi? On s'en fout pourquoi. Mais par contre, il va pouvoir dire qu'il a vu Johnny avec Tommy faire de la moto dans l'après-midi. Et en plus, cette espèce de gros bâtard, il dit la chose suivante. Tommy avait l'air terrifié, j'aurais dû trouver ça bizarre. Mais Cathy n'y croit toujours pas, non? Pas son Johnny. Alors du coup, il y a le père qui, enfin, dit « J'appelle la police », ce à quoi la mère a une réaction assez normale, elle dit « Mais... » Tu ne devrais peut-être pas faire ça, ils vont se venger sur Tommy. Et donc le père répond « J'en ai plus qu'assez de leurs menaces. » Prudent. Cathy attrape la cassette et se barre, non sans avoir envoyé chier Nick, parce qu'elle veut amener la cassette à Johnny chez les mécanos. Soudain, c'est la nuit. Johnny et ses copains, qui devaient partir, finalement, ils sont pas partis. Cool. Ils sont en train d'écouter de la musique. Arrive Cathy, paniquée. Hein, mais Johnny fait son bêcheur. Est-ce que tu connais un psychiatre? Je crois que tu aurais besoin d'en voir un. Oh! Elle lui donne la cassette, elle lui dit Tommy a été kidnappé, donc d'un coup, tout le crew est hyper concerné, ils sont là, ils écoutent la cassette, ils sont là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a Johnny qui écoute, il fait attendez, remettez quelques secondes en arrière, attendez. Il fait ce truc qu'on a vu dans 60 milliards de films, genre il a entendu dans le fond un son, vous savez? Le son, on se dit ouais, attendez, ce son, je le connais, c'est le son d'un clocher qui existe que dans un seul endroit au monde, que je connais très bien. Et là, en l'occurrence, on entend la machine de chantier qui martèle le sol. Vous vous rappelez? Et c'est pour ça qu'on focalisait là-dessus tout à l'heure. C'était pas pour imiter du... Vous voyez? Du coup, ils comprennent, Tommy est retenu prisonnier sur le chantier. Je résume, pour que vous compreniez bien la connerie du truc. Les gars vont à la maison où il y a Tommy,
pour kidnapper Tommy. Ils partent, ils vont jusqu'au chantier où il y a encore des ouvriers puisque la machine qui tape le sol, elle est en train de tourner. Ils enregistrent la cassette. Là-dessus, il y en a au moins un qui revient chez Cathy pour aller mettre la cassette dans une enveloppe et la poser sur le perron de la porte, et qui repart ensuite. Quand je pense qu'on a failli partir sur une unijambiste. Nos amis vont à moto sur le chantier, ne trouvent pas la machine, se disent « Ah, on a dû se tromper d'endroit ». Sauf que nous, on sait qu'ils ne se sont pas trompés d'endroit, puisqu'on voit les méchants qui voient les gentils. Alors attention, dialogue aux petits oignons. Les Martiens ont débarqué. Oh, des petits Martiens à moto, c'est mignon ça. Ouais. Tu reconnais le petit blond là? Ouais, avec des zigzags dans le crâne. On voit nos amis qui partent, on se dit que ça y est, tout est perdu. Sauf qu'en fait, c'était une feinte et qu'ils arrivent dans la pièce en traversant le mur à moto. Là, on a une bagarre nulle. Là, on a un Tommy qui arrive à crier malgré son bâillon. Bim bam. Bande de salauds! Les méchants ont perdu, les gentils ont gagné. Pendant ce temps, enfin, la police a été prévenue et ils sont devant chez les mécanos où tout le monde est inquiet. On a à nouveau un dialogue savoureux, profitez, c'est un des derniers du film. Et où sont-ils allés? Mais voyons, à l'université Harvard! C'est un étudiant brillant. Il a un examen très important demain matin. Un examen de chimie, je crois bien. Il est très doué comme garçon, il fait plein de choses. Il adore la danse moderne. Nos amis arrivent. Tommy est sur la moto avec un casque de chantier, parce qu'il est quand même sur une moto. Il aurait pu être dans la bagnole des méchants, mais non, il est sur la moto, mais donc du coup, il a un casque. Il y a un des deux méchants qui est attaché sur le capot de sa propre bagnole, balance des punchlines plus pétées les unes que les autres. Oh, bah ils sont tous là, c'est la fête ici. Salut tout le monde. Merci pour la balade. Yo! Le père de Cathy comprend de lui-même qu'il s'est trompé au sujet de Johnny et va de lui-même présenter ses excuses et remercier Johnny. Merci. Johnny qui est très gracieux malgré son bonnet à la East 17. Alors si vous ne connaissez pas East 17, renseignez-vous. De rien. Voilà. Et si vous connaissiez East 17, vous les aviez nécessairement oubliés et ça a été un vrai choc mental. Johnny donc, très gracieux, répond « C'est tout à fait normal. » Cathy et Johnny peuvent enfin se retrouver, les quiproquos ont disparu, malheureusement Johnny doit partir. Je dois partir. Oui, j'ai compris que tu partais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues tes études? Bien sûr qu'elle va continuer ses études du con. Pour quelle raison est-ce que tu veux qu'elle arrête? Oh, bien sûr que je continue les études, je t'ai dit que j'adorais ça. Mais pas ce soir. T'es devenu cool. Arrive Nick qui dit « Cathy, t'es pas nette, hein ?» Et elle qui répond « Je crois pas, non ?» Et puis... J'espère que tu aimes la moto parce que dis-toi que ma voiture et moi, tu nous reverras pas de sitôt. Mais elle est bonne, celle-là. Donc, ils partent, mais Johnny a une idée. Accroche-toi! Où est-ce qu'on va? Tu vas voir, attends. On est soudain dans une salle de concert où Johnny avec un costume... Oh putain. Bref, c'est la chanson de fin. Cathy est là qui danse avec le public, Johnny est sur scène. Une séquence à nouveau bien éclairée avec beaucoup de lumière volumétrique, des jeux d'ombre qui sont aussi classe que le costard de Vanilla Ice est moche. Ça danse bien, ça danse beaucoup, la chanson finit et le générique de fin débute sur la chanson du début. Et c'est la fin du film. Presque. Parce qu'il y a une scène post-générique, une scène très courte, c'est un instant, mais des années avant que Marvel fasse des scènes post-génériques, hein, voilà. Et c'est un instant qui sent le moment où, pendant le tournage, ils avaient tourné une séquence, ensuite ils ont arrêté, ils ont dit couper, et puis à ce moment-là, il y a eu un petit instant naturel qui est beau et qu'ils avaient envie de mettre à la fin. Voilà. Et c'était Cool as Ice, le film de Vanilla Ice. Et c'était génial. Alors je sais, le film, c'est un nanar fabuleux, mais c'est tellement plus que ça. Ce film, à mon sens, c'est un cas d'école
du fait qu'un film, c'est le résultat du travail de dizaines ou de centaines de personnes et que même si tout est mauvais, il va mécaniquement y avoir des fulgurances par moment parce qu'il va y avoir des gens qui bossent dessus qui sont compétents, comme le directeur de la photo. Comme le directeur de la photo. Je crois qu'on peut leur dire maintenant. Le directeur de la photo de ce film, vous savez ce qu'il a fait comme film juste après? Eh bien, il a fait Pirate, avec un Y, un film avec Kevin Bacon qui a l'air tellement nul que j'ai même pas cherché à savoir de quoi ça parlait. Et donc il a fallu, je veux dire, après Cool as Ice, il a fallu quoi? 2 ans pour que le talent de ce mec soit vraiment découvert. Et vous savez ce qu'il a fait à partir de ce moment-là? Il a fait ça. Hands on your head. Oh, that's the new IBM Selectric. Put your hands on your Change head. the print type in 5 seconds. Shut Just up! Pop out the ball. Put your hands on your head. Put your hands. You know, he's got over 200 checks here. Ce putain de génie de Janusz Kaminski, directeur de la photo attitré de Steven Spielberg depuis 1993, celui qui a imposé le bleach bypass à tous les blockbusters d'Hollywood, ce mec est le directeur de la photo de Cool as Ice. Parce que rien ni personne n'émerge du néant. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker, la commenter, éventuellement à tiper, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Il y a plein de gens qui ne savent pas que j'ai repris les vidéos parce que les suggestions YouTube, enfin, vous savez quoi, j'ai même pas envie de parler de ça. Bref, le partage, c'est extrêmement important. Et vous le savez peut-être pas, mais je peux absolument pas compter sur l'écosystème des vidéastes pour partager mon travail. Je compte sur vous pour ça. La prochaine vidéo arrive bientôt. Elle arrivera quand elle sera prête et pas un jour avant, mais pas un jour après non plus. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.